Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pourparler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, dans Pourparler, j'ai la chance d'accueillir Romain Bouvet. Bonjour Romain, comment vas-tu? Bonjour et merci pour ton invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir plus que partagé parce que j'ai découvert ton travail, on en parlait tout à l'heure, il y a pas longtemps. Je l'embrasse totalement. Je trouve qu'il est passionnant et ça va être un épisode, je pense, qui va être extrêmement riche en valeur. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on rentre dans le fond, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, Romain, s'il te plaît? Alors moi, c'est donc Romain Bouvet, je suis docteur en psychologie sociale et cognitive. J'étais Ouais, chercheur à la base, donc je travaillais sur la détection de mensonges, les entretiens interrogatoires, ouais. mais mon thème de recherche était vraiment plutôt la croyance, tout ce qui était lié à la croyance et la mémoire. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai travaillé plutôt en marketing et dans tout ce qui est la vente, donc la vente émotionnelle, comment vendre un produit, que ce soit pour des commerciaux, et voilà. En gros, pour résumer rapidement. Passionnant. Comment t'en arrives très rapidement parce que c'est quand même c'est assez rare d'avoir un profil très chercheur, CNRS, qui passe à l'opposé de la chaîne alimentaire, entre guillemets, qui devient chef d'entreprise, entrepreneur et qui en plus aide les gens à mieux vendre. Alors, c'est du pur hasard en fait. C'est Ouais. vraiment, on peut les gens pensent que j'ai fait tout ça, que j'ai été très bon dans mes choix, mais c'est pas du tout vrai. En fait, moi, je travaillais sur, la mémoire et la croyance, donc tout ce qui est influence, manipulation, comment, modifier les croyances d'une personne. Mes recherches ont été appliquées au ministère de la Défense sur, Mmh. suite au Bataclan. Et en appliquant, en faisant ces recherches, je me suis aperçu que Apple, la marque Apple, sans le faire exprès, manipulait les consommateurs Mmh. en masquant le logo Apple. Et vu que je travaille sur la mémoire, je me suis dit, mais là, il y a de l'influence. Parce que quand on cache le logo d'Apple, on voit que c'est le logo d'Apple, on dit, mais c'est le logo d'Apple. Donc, on interagit avec la marque. Donc, ça crée de la mémoire. Et donc, Oui, j'ai présenté c'est ces... brillant. Tu es Voilà. obligé de faire un Donc, effort cognitif parce que tu es obligé de enfin, tu vois, si tu vois juste le logo, c'est inconscient, ça passe. Alors que là, tu es obligé de faire un effort cognitif pour te dire: «Mais j'ai reconnu, peut-être que je suis peut-être même plus malin que les autres» et donc exactement. ça ça te différencie du groupe, en fait. Ça te met sur une position très haute. C'est très Exactement. smart. Mais oui, en fait, j'ai juste appliqué un modèle qu'on appliquait dans tout ce qui est la croyance et la manipulation à ça. Et j'ai présenté ces recherches au Québec. Et à la base, c'était pour dénoncer, hein, ça qui est très paradoxal. Et puis on m'a dit, ouais, c'est génial et tout, la mémoire de la marque. Du coup, on m'a invité à faire des conférences en marketing. Et là, j'ai rencontré le marketing que je détestais. J'avais une très mauvaise image du marketing. Et là, j'ai dit, waouh, c'est génial. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai commencé à travailler avec des grands groupes. Ils s'appuient sur des modèles de la psychologie totalement erronés. C'est des modèles que, alors, soit c'était moi qui étais en retard, soit c'était eux qui étaient vraiment trop en avance. Je ne savais pas, quoi. J'étais là. Alors, j'entendais parler de théories sur le cerveau que je n'ai jamais vues à l'université. À Ouais. partir de là, je me suis dit qu'il y avait un travail important à faire pour apporter les dernières recherches scientifiques au marketing, donc aux écoles de commerce et aussi à la vente. Car c'était un domaine qui était quand même envahi par les pseudosciences, sans trop critiquer, parce que j'ai aucun problème avec les pseudosciences, enfin avec les Non, gens qui, voilà, je suis pas là pour débunker, je suis pas dans non, ça un, permet de simplifier la pensée et des fois, ça la simplifie à outrance. Tu vois, quand tu vas sur du limbique, du reptilien, du néocortex, sur la prise de décision, c'est des modèles qui simplifient. C'est la même chose que de parler de Meravian, je pense, pour la communication. Exactement. Alors moi, je vais jamais mettre en avant ces modèles, même si ça peut aider parce qu'ils sont quand même entièrement faux. Mmh. Surtout le cerveau, tu as parlé du cerveau reptilien qui n'existe pas en fait, en termes de structure. Même la structure des 3 cerveaux n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Les Mmh. émotions sont réparties dans l'ensemble du cerveau, mais ça peut induire en erreur parce que justement certains groupes s'appuient sur ce modèle pour communiquer.
Mais du coup, il ne faisait pas la bonne communication puisque le cerveau ne fonctionne pas de cette façon. Et c'est ça qui a été finalement ma motivation et mon apport, mais sans venir détruire le travail des autres. J'ai toujours parlé Mmh. d'une évolution scientifique. Je voulais pas débunker les personnes parce que c'est du travail. Que bon bah c'est les scientifiques qui ont fait l'erreur de ne pas réussir à vulgariser. Donc je voulais pas arriver le héros qui va casser et démonter. Mon objectif quand je me suis lancé, c'était de partager ces nouvelles recherches et ces nouvelles méthodes. Ouais, c'est très, très clair et puis on n'est pas à l'abri que dans 30 ans, on ait une autre compréhension du cerveau qu'on démontrera scientifiquement et d'avoir aujourd'hui un système qui est obsolète. Et attention, parce que justement, ça commence à venir, et c'est pour ça que c'est difficile pour moi, parce que je sais aujourd'hui les modèles qu'on utilise, mais si je Ouais, commence à parler de ce modèle-là, alors que je défends le modèle système 1, système 2 de Daniel Kahneman, qui remplace oui. finalement le modèle du cerveau reptilien, si je commence moi-même à critiquer ce modèle, ça va être compliqué, parce que le travail, il est long à faire, donc oui, ça commence, oui, on améliore, parce que aujourd'hui, on a pu perfectionner nos outils, mais j'en parle pas encore parce que sinon là j'embrouille le public et c'est pas le moment je pense. D'accord, tu veux dire que cette notion de système 1, système 2 est déjà, à ton sens, quasiment obsolète? Alors en fait, c'est compliqué. En fait, il y a en 40 ans d'études, tout le monde avait son modèle. Système 1, système 2 de Daniel Ouais, Kahneman était un modèle parmi tant d'autres, mais il y avait d'autres modèles très, très proches, mais ça se jouait sur les petits détails. OK. Et chaque laboratoire défendait un modèle. Par exemple, moi je défendais le modèle de l'activation monitoring, qui est très proche de système 1, système 2, mais un peu plus poussé. C'est le modèle d'ailleurs qu'on utilise dans l'intelligence artificielle. Alors Mmh. pourquoi système 1 et système 2 a été finalement a gagné le combat des théories? Tout simplement parce que il s'est lancé dans l'économie. Donc il a eu un Oui. prix Nobel en économie comportementale. Il a été extrêmement connu du jour au lendemain. Donc du coup, on a adopté ce modèle, mais au détriment des autres modèles qui en fait avaient probablement plus de valeur scientifique. Donc c'est Oui, parce compliqué, qu'il est pas du tout enfin, pour remettre dans le contexte, Kahneman est psychologue, social. heu et oui, il a jamais fait de neurosciences à proprement parler et d'ailleurs ce qui est très, très mignon, c'est que c'est le premier prix Nobel d'économie qui n'a jamais fait d'économie de sa vie. Exactement. C'est génial quand même. Ah, il C'est... a travaillé avec Tversky, hein, qu'on va nommer quand même, paix à Hmm. son âme, qui est Alors, décédé avant qu'il ait le prix Nobel. exactement. Donc en fait, on est sur un problème historique, mais le problème c'est que vu que faut déjà que le public adopte ce modèle, donc on va attendre finalement voilà, il marche très bien, il est fonctionnel, mais maintenant si on veut être très scientifique, déjà on dit pas système 1, système 2, on dit type 1 et type 2. D'accord. Donc ouais, tu vois en fait c'est super compliqué et vaut mieux rester sur le consensus général qui est système 1, système 2 de Kahneman. Et oui, bien sûr, des nouveaux modèles arrivent, mais ils sont plus précis, on va dire. Ils vont voilà, certains vont parler d'un système 3. Voilà, ça reste globalement dans la même famille. C'est ça qui est important. Et Génial. donc voilà, c'est très applicable et c'est très très utile aujourd'hui déjà d'utiliser Daniel Kahneman. C'est très puissant. Mais parfait. Je sais que c'est un sujet que toi que tu apprécies énormément, enfin c'est le centre de ton travail, c'est cette notion de neurosciences. C'est un terme qui est, assez galvaudé, qui est pas toujours très bien compris. Est-ce que pour que la suite du podcast soit plus claire, tu pourrais nous dire c'est quoi exactement les neurosciences? Et puis après, quand on parle de neuromarketing ou de neurovente, ce que tu es vraiment sur ton cœur de métier, comment est-ce qu'on de quoi on parle réellement à ce moment-là? Alors c'est une excellente question puisque c'est un vrai problème. Alors j'utilise pas vraiment le mot neurovente parce que moi j'aime pas les gens qui mettent D'accord. neuro partout et surtout qu'il y a une confusion en fait sur les définitions. En Ouais. réalité, les gens n'aiment pas les neurosciences. Il faut savoir que d'ailleurs quand on est étudiant en psychologie, on apprend, on fait des neurosciences de la première année à la 5e année avec les options. Donc moi j'avais les options et c'est la matière qui est détestée par la plupart des étudiants. Donc, généralement, les gens n'aiment pas les neurosciences. Mais dans le grand public, il est arrivé à une confusion. C'est-à-dire que quand les gens parlaient de psychologie sociale et de cognitive, eh ben, ils Mmh. parlaient de neurosciences. Donc le terme neurosciences est le terme pour parler de psychologie. Et la Oui, bien sûr, psychologie classique, finalement, elle est je suis d'accord. confondue avec la psychanalyse. Donc on a une D'accord. confusion dans le public. Donc On a neurosciences, mis c'est en quoi? marche? C'est en gros la recherche sur l'activité cérébrale. Les neurosciences est considérée comme une sous-discipline de la psychologie. Elle aide les psychologues à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne.
C'est-à-dire que nous, c'était un plus pour comprendre les mécanismes de la mémoire. Donc moi, forcément, on utilisait neurosciences quand on fait de la mémoire, mais on utilise les recherches en neurosciences, surtout qu'elles sont super simples à lire et à comprendre. Donc elles nous donnent D'accord. des indicateurs. C'est pas les neurosciences ultra puissantes, mais elles vont apporter un enjeu important puisque les neurosciences vont arriver avec notamment Antonio Damasio, qui va exprimer que il n'y a pas la raison et les émotions qui sont séparées, c'est que nos décisions sont émotionnelles. Mmh. Et ça va être un point très important. Car la théorie dominante à l'époque, c'était que l'humain était rationnel, qu'on prenait des décisions d'achat rationnelles, que dans la négociation, c'était rationnel et que c'était calculé. C'est-à-dire qu'on faisait une sorte de calcul. Ouais, Or, on a la c'est faux. théorie de la rationalité, c'est Simon qui a un prix Nobel là-dessus, hein, d'ailleurs, je crois. Puis après, tu as la Et rationalité limitée qu'on va avoir sur les acteurs économiques. Exactement. Et les neurosciences vont apporter finalement l'arbitrage. Et Ouais. là où les neurosciences vont apporter un bouleversement, c'est dans le champ du marketing, puisque on va, en fait, en marketing, on n'arrivait pas à prédire les décisions des consommateurs. On leur demandait ce qu'ils voulaient, ils disent bah on veut ça, on leur offrait ça, et puis ils disent bah en fait ils l'achètent pas. C'est comme l'histoire Mmh. des rires préenregistrés. Si je te dis Oui. Julien, est-ce que tu aimes bien les rires préenregistrés dans les séries télé, tu vas me dire bah non Non. je les aime pas. Non, je les Du aime pas, coup, c'est je devrais les retirer si je dois écouter ton conseil. Or, si je les retire, ça marche moins bien. oui, tout à fait. Donc, il y a une différence entre ce que toi tu penses et ce que tu veux et ce que ton cerveau veut réellement. Et là, on n'avait pas de mesure. Là, les neurosciences sont arrivées avec des outils et on va voir que on pense pas à ce qu'on dit réellement et qu'on n'aime pas forcément ce qu'on achète. Enfin, on va dire que on va comprendre que derrière, il y a des raisons cachées à Mmh. l'achat. Tu veux dire que Euh, tu as une partie consciente ou inconsciente, dis-moi si c'est un abus de langage, mais une partie consciente et inconsciente qui peuvent s'opposer à certains moments. Ton conscient veut quelque alors, chose et ton inconscient veut aller chercher peut-être autre chose. Exactement. Je vais donner un exemple très très simple. Les gens préfèrent Coca-Cola par rapport à Pepsi, mais dès Ouais, qu'on met en aveugle, les gens préfèrent Pepsi. Et ça, on a pu le comprendre plus grâce de à sucre. l'imagerie cérébrale. L'imagerie, ça permet de voir les zones qui sont activées dans le cerveau, et ça va nous donner beaucoup d'indications, et ça va nous montrer finalement que on prend des décisions de façon très émotionnelle et irrationnel. Et donc, Ouais, les ouais. neurosciences vont avoir un impact très important en marketing. Ça va bouleverser notre façon de faire du marketing et tous les codes du marketing. Enfin, C'est une intéressant grosse ce que partie tu des dis. codes. Ouais, ça me fait penser à une étude, alors j'ai plus l'étude scientifique en tête, où ils ont proposé 3 bouteilles de vin d'une gamme similaire en disant que c'était le même prix et que les personnes qui ont goûté ont trouvé que c'était exactement l'ont noté de la même façon. Et sur un autre échantillon de personnes, les 3 mêmes bouteilles de vin qui sont de la même gamme ont été sur des prix totalement différents. Je crois qu'il y avait 4 $, 15, et c'était monté jusqu'à 50 $. Et en fait, les gens qui buvaient la bouteille à 50 $ la trouvaient bien meilleure que celle qui était 10 fois moins chère à 4 $. Or, c'était exactement la même gamme de prix et que quand tu regardais l'expérience précédente, si on te dit que c'est le même prix, bah, tu fais pas de différence, quoi. Donc, c'est ton cerveau Exactement. qui, d'une certaine manière, te biaise même sur ta perception de la qualité d'un produit, quoi. Et même sur le goût, parce qu'en fait, là, c'est le cortex orbitofrontal qui va finalement évaluer si c'est bon ou pas. Et là, on voit que ça active beaucoup plus fortement quand le verre est à 90 $ par rapport à Mmh, 10 $. mmh, C'est le même vin ou c'est la même gamme de vin. Et donc là, on voit que le cerveau lui-même se fait duper. On va reprendre un exemple très simple, le Doliprane ou le Dafalgan, parce que, par exemple, mmh. en Belgique, ils n'utilisent pas ce terme. Quand tu as mal à la tête, je peux te donner un placebo à 0,10 centimes ou un placebo à 2,50 €. Alors, Dafalgan n'est pas un placebo, mais je pourrais les Mmh. remplacer par un effet placebo. On a vu que le cortex orbitofrontal s'activait plus fortement à 2,50 € qu'à 10 centimes. Donc le Bien cerveau se sûr. dit, ça c'est plus fort, donc je vais aller chercher les éléments pour réduire le mal de tête. Alors qu'il n'y a rien, c'est que du sucre. Donc notre cerveau, finalement, influence en fonction de nos croyances Bien sûr. notre expérience. Bon, ça, c'est mes recherches. Du coup, on revient à mes recherches où finalement, voilà, c'est que toute est une question de croyance. Et ce que tu vois, ce que tu perçois et ce que tu vas vivre va dépendre de ça. Et le cerveau va s'accommoder de ça, en fait. Ouais, Donc, en gros, complètement. tout est finalement pas réel. Donc, ça, c'est tous les apports des Mmh. neurosciences qui va être vraiment très, très important dans le marketing principalement. Génial. Est-ce que toi tu fais une différence entre cette partie de vente, et de négociation? On en a parlé un petit peu tout à l'heure en off et je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir ton point de vue là-dedans avant qu'on rentre vraiment sur la structuration peut-être d'une page de vente ou qu'est-ce qu'on peut apporter, pour mieux vendre?
Quelle Alors, différence entre vente et négo? on va le différencier puisque forcément dans la vente, il y a une partie de négociation, mais Mhm. la négociation dans l'esprit des gens, c'est qu'il y a un échange où chacun doit faire un compromis pour trouver un compromis commun finalement. Mhm. C'est un peu ce que les gens pensent. Alors que dans la Oui, vente commerciale, c'est j'ai une solution à 1 000 euros, tu l'achètes ou tu l'achètes pas. Moi, je vais essayer de te persuader que tu as besoin de mon offre à 1 000 euros et il peut avoir une part de négociation sur le prix qui est à la fin. Donc, dans l'esprit d'accord. du public, ils vont différencier, on différencie les stratégies de négociation comme négocier un salaire. Par Mhm. exemple, c'est pas de la vente, on est en Oui. négociation d'un salaire, on est dans la négociation. On va négocier avec ses amis pour savoir si on va aller au bord de la plage pour à l'été ou pour les Mhm. soirées. Voilà, on est toujours négocié. Dans la vente, c'est je te vends un produit, un complément alimentaire 70 euros sur mon site internet ou au téléphone, et voilà, je te donne des arguments pour que tu achètes. Donc Ouais. voilà comment on va un peu différencier négociation et vente commerciale finalement. Alors, Ok. clairement, dans la famille, ça reste de la négociation globale. Mais dans l'esprit des gens, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Ouais, parce que moi, le premier écueil sur lequel je vois, c'est que les gens confondent négociation et marchandage. Tu vois, c'est qu'ils considèrent que quand tu te mets d'accord sur un critère, c'est de la négociation, alors que c'est généralement, quand tu coupes la poire en deux, que tu fais un compromis, tu es plus sur un processus de marchandage. Mais j'entends ce que tu veux dire, dans le sens où le processus de vente, c'est vraiment une dynamique argumentative où tu vas mettre en valeur un produit, alors que la négociation, si j'entends bien, tu es plus dans une dynamique d'écoute et puis après de trouver une solution qui soit commune. Exactement. Alors attention, dans les définitions académiques, c'est vraiment très proche. On pourrait d'ailleurs, Mmh. voilà. Oui, Mais mais pour je moi, c'est parle encore dans flou, hein. ouais, je parle vraiment dans l'esprit des gens parce que par exemple la vente pour moi c'était tout, la vente. Et j'ai compris que la vente pour les gens c'était la relation commerciale. Alors que la vente en Mmh. fait c'est du marketing. Mais non, c'est la relation commerciale. Et le marketing, c'est différent. Et ça, c'est pas évident de comprendre un peu les termes entre ce que comprend le public, qui comprend même l'entreprise, et comprend voilà, entre les professionnels et le public. Donc finalement, moi, de mon expérience, j'ai séparé le marketing, le département marketing, le département commercial, qui est finalement cette fois-ci sur de la vente, et la Mmh. négociation, où on va négocier des avions, on va négocier des contrats. Total Energy fait beaucoup de négociations Bien avec sûr. les parties prenantes, par exemple. Dès qu'il y a partie prenante, on est plutôt sur un processus de négociation. Ouais, très clair. Voilà. Hem, une question que j'ai envie de te poser, c'est la première question que j'avais écrite. Hem, c'est dans les pages de vente, quelle est la plus grosse erreur que toi tu retrouves? Et je vais t'expliquer cette question parce que nous, on accompagne beaucoup de personnes, des fois sur des négociations, tu vois, de fusion-acquisition où ils envoient des dossiers ou de réponses à appels d'offres, de soutenance, ou qui envoient des devis. Et j'ai l'impression que quand je les accompagne, moi, ou je les coach là-dessus, la première erreur que je trouve, alors je sais pas si tu vas me la partager ou pas, c'est que les gens envoient un dossier qui parle pour eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est comme s'ils voulaient se rassurer, comme s'ils parlaient à leur père, P-A-I-R-E, Hmm. avec énormément de caractéristiques, mais qui ne fait sens que pour eux, comme s'ils voulaient vraiment, tu vois, se rassurer, et qui est très peu sur les avantages, les bénéfices de l'autre, avec un message qui est simple et audible à comprendre. Est-ce que... J'appelle ça le. Pardon. Vas-y, dis-moi. Non, non, désolé. J'appelle ça le syndrome de l'ingénieur. C'est pas un Ouais, concept scientifique, je le dis, c'est que j'ai remarqué que les gens qui étaient très bons dans un domaine, qui montaient des startups, en fait, ouais, ils sont super sur la technique et j'ai une expérience concrète. J'ai un client ah, qui génial. a fait faillite. Enfin, c'est pas mon client, il m'a expliqué qu'il a fait faillite. Il avait une IA qui permettait de gérer les flux pour les entreprises industrielles qui font de la manufacture. Ok, Je ne pourrais pas t'expliquer exactement ce qu'ils font, mais apparemment, ils ont un problème de flux, c'est compliqué entre les fournisseurs, la fabrication. C'est des vrais dilemmes qu'ils rencontrent. Et lui, il ok. avait une IA qui était incroyable et qui pouvait tout gérer. Ben, ça n'a pas du tout marché. Ils ont levé des fonds. Et en fait, quasiment personne a pris le logiciel malgré les campagnes de pub et les campagnes commerciales. Et ils m'ont demandé pourquoi en fait, pourquoi ça n'a pas marché. Ils comprennent pas parce que le besoin était là. Et j'ai dit ben non, votre truc est tellement technique, c'est de l'IA, alors que le vrai besoin des industriels que je connais bien du coup, eux, c'est la simplicité. C'est des Bien gens, sûr. c'est quasiment des ouvriers, les gars. Ils veulent de la simplicité dans leur process, ils veulent des trucs ultra simples. Et toi, tu arrives avec l'IA, technique, machin, data, données de base, super compliqué. Et du coup, ça n'a pas rencontré son public. Est-ce que c'est pas le succès aussi d'Apple? Tu vois, quand tu regardes un produit Apple, ça ne communique jamais sur des caractéristiques.
Enfin, c'est complètement Exactement. remis, c'est une promesse, Bah, une tu vision. vois actuellement, Apple utilise l'intelligence artificielle à tout va. Ils ont moi j'étais sidéré de voir comment ils ont créé une vidéo avec mes photos de voyage. Elle était trop bien. Je l'ai envoyée à des personnes, ils m'ont dit: «Waouh, tu fait un super montage». Alors que c'est l'IA d'Apple, de l'iPhone qui l'a Ah produite. ouais? Ah Or, est-ce génial. qu'ils proposent ça? Est-ce qu'ils le mettent en avant? Non, ils ne le mettent pas en avant. Ils mettent en avant les bénéfices, mais ils ne mettent pas en avant leur technologie. Alors, ils vont en parler, attention, parce qu'ils parlent à des Oui. parties de fans qui sont à fond sur la techno, mais pas la techno IA grand public. Ils vont parler de la M2 ou de la technologie avancée dans une section pour parler aux fans de technologie, Oui, dans ce mais dernier temps. voilà, un dernier temps, mais ils vont pas parler de l'IA juste pour parler de l'IA. Et ça, c'est le phénomène Apple, ouais, qui est expert dans ce domaine. Ouais, qui est très, très bon. Je reviens parce que je suis pas sûr d'avoir la réponse, mais parce que je t'ai amené sur autre chose, mais c'est quoi la plus grosse erreur que toi tu retrouves vraiment dans ces documents qu'on envoie aux clients, sur ces landing pages ou sur ces pages de vente? Alors, document que tu envoies aux clients, ça peut être un devis, ça peut être une réponse à appel d'offres, ça peut Alors, être. je vais te la donner, mais elle est paradoxale parce que c'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un. Personne ne Ouais. va l'appliquer. Et quand moi j'interviens, ils veulent que je mette des émotions, de la stratégie de neuromarketing. Mais en fait, je sais que le résultat n'est pas dû forcément à ça, mais à ce que je mets en place. En fait, le plus important, c'est la clarté. Si je te dis 2 plus 2, tu as 4 qui Ah, arrivent à ton esprit, image mentale concrète. Si je te dis 17 fois 24, tu n'as rien qui vient à ton esprit. Donc, il faut c'est toujours ça. penser à Trump. Si je dis Trump, immigration, on pense à mur. Si on dit Clinton, Le immigration, mur. on pense à rien. Ben, c'est exactement la même chose pour le produit, c'est qu'en 10 secondes, tu dois avoir une image mentale qui s'active. Et c'est C'est extrêmement une important. anticipation de dopamine, c'est ça que tu dois avoir très rapidement? Alors non, parce qu'en fait, la dopamine, tu peux l'activer uniquement si tu as compris. Or, Ok. le problème des gens, c'est qu'on ne comprend pas l'offre, elle n'est pas claire. Donc, si tu n'as pas une image dans ta tête, tu ne peux pas activer des émotions. Or, les Hmm. gens activent des émotions alors qu'on ne comprend pas l'image avant. Les gens essaient d'appliquer ce que je partage avec les émotions parce que c'est séduisant, c'est beau, mais en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne mettent pas la base qui est la clarté. Et quand tu actives de la clarté, alors quand je parle de clarté, c'est ce que ton cerveau arrive à visualiser. Si je fais une demande de don pour sauver des enfants en Afrique, j'en fais deux différentes. La première, je dis il faut sauver 3 millions d'enfants au Malawi, 7 millions d'enfants zambiens, je mets des millions de personnes. Ton cerveau n'est pas en capacité de comprendre des millions de personnes. Donc tu n'auras Ouais, pas d'émotion. Tu vas le tu comprendre. humanises pas ce que tu peux faire. Exactement. Tu vas plutôt dire, elle s'appelle Rokia, elle est malienne et âgée de 7 ans. Rokia, tu l'imagines. Donc là, ça active les émotions qui est l'altruisme. Donc c'est pour ça que ce modèle de cerveau reptilien posait problème, puisque les gens disent ah, il faut taper les émotions. Ben non, malheureusement, non, il faut taper le système 1 qui est le 2 plus 2 égale 4, Trump immigration égale mur, donc une image mentale. Et de cette image mentale, tu vas pouvoir activer des émotions. Ouais. Ok, je comprends. Parce qu'en fait, quand tu me dis 17 fois 24, si j'ai la réponse, j'ai pas besoin d'émotion, quoi. C'est. Oui, puis tu n'auras pas la réponse, parce que tu vois, à part si tu es un génie, il va Oui. falloir que tu calcules. Donc, il faut réfléchir. Or, dès que tu dois réfléchir, c'est vu par le cerveau comme une sorte de méfiance, une friction, Hmm. ça crée une réaction psychologique. D'accord. Si, en gros, quand tu as du doute ou quand tu dois chercher, c'est pas normal. Donc, tu dois Hmm. arriver sur une page de vente où, quand tu fais une levée de fonds, on doit comprendre, ce que tu vas faire et ensuite, comment tu vas le faire? Enfin, qu'est-ce que tu fais rapidement, en 10 secondes? Après, tu peux détailler. Donc, j'ai Ouais. beaucoup accompagné les gens dans la levée de fonds et vraiment que du marketing. En fait, il n'y a pas plus irrationnel que la levée de fonds. Alors, pour avoir levé des fonds moi-même, mais surtout aujourd'hui en tant qu'investisseur. Et je vois bien comment réagissent mes collègues. C'est totalement. Ils sont sur l'émotion totale. Ils sont Oui. sur des. C'est une promesse que tu vends. Ah, mais une promesse totalement émotionnelle. Donc, ils sont dans Hmm. l'espérance et les plus beaux pitchs ne sont pas les meilleurs. C'est totalement aléatoire, hein. C'est autant prendre un jeu de dés parce que tu as des gens qui sont ultra compétents, mais leur prestation elle est tellement mal que ils ne te vendent pas. Donc, il y a bien un problème dans le choix et la décision. Entièrement d'accord. C'est non, entièrement d'accord. C'est très vrai. Bon, de toute façon, la prise de décision, elle est irrationnelle. On le sait bien. Et sur les moments de pitch, de soutenance, c'est ce que tu arrives à faire projeter chez l'autre qui va faire la différence. Alors, sur cette notion de pitch, Romain, pour toi, c'est quoi la trame la plus simple et en même temps la plus efficace qu'on doit avoir?
pour mettre en valeur son travail et Alors, qui fonctionne forcément. ça dépend si on est dans le marketing ou dans la vente. Dans le marketing, c'est assez simple en fait. Si on prend tous les outils d'analyse, l'eye tracking, le codic fashion emotion, ou ce qu'on veut, on voit qu'il y a 3 grandes étapes dans la vente. Il y a, Mmh. finalement, de comprendre rapidement l'offre, donc on va dire capter l'attention en moins de 10 secondes. On doit avoir une image mentale de ce que fait la personne très rapidement. Donc nous, ce que j'aime bien, c'est proposer de valeur unique, 3 Ouais. revendications qui vont être thérapeutiques. On va se dire, OK, en 3 points, j'ai compris parfaitement ce que fait la personne. Et derrière, quand on lit ça, ça va nous motiver à aller plus loin. Donc en Mmh. fait, la première étape, c'est d'aller chercher de la motivation, donc du OK. temps. Donc là, j'ai plus de temps, donc je vais aller descendre sur la page de vente, je vais aller lire, parce que cette fois-ci, j'étais motivé à lire, qui est une action. Mmh. Et là, on doit persuader. C'est-à-dire que là, on doit convaincre la personne avec cette fois-ci des émotions, tout en favorisant la clarté et pourquoi pas en prouvant également. Et ici, il va falloir convaincre. Donc la personne, on va dire qu'elle est persuadée, elle est convaincue. On est à la deuxième étape. Est-ce qu'elle va acheter? Eh bien non, c'est ça la magie du cerveau, c'est qu'elle va pas acheter. Elle va, oui, activer des émotions, mais au moment de prendre la décision, il y a un effet magnétique qui va arriver, qui va pousser la personne à revenir en arrière. Mmh. Par exemple, on a vu qu'au moment de payer, on a une douleur qui s'active au cerveau, qui est le cortex insulaire. Alors, pas dans tous les cas, mais il y a une probabilité qu'elle s'active quand c'est trop cher. Et si c'est une émotion négative, ça donne un signal négatif au cerveau et le cerveau va trouver des objections parce qu'il ressent cette émotion négative. Il ne Ça sait crée pas une pourquoi dissonance. il l'a. Mmh. Mais ça crée cette réactance. Il va revenir en arrière et il va faire un calcul. Le calcul entre les émotions que tu as procurées et Mmh. finalement le coût, donc le prix et le coût de changer, hein, parce que tu proposes souvent un changement. Donc on va faire une sorte un petit calcul et si qui fait qu'on va arriver à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est inciter. Avec du nudge, par exemple, ou avec une promotion, avec une bonne présentation des prix. Bref, tu dois ici pousser la personne finalement à te contacter, à acheter ton produit. Mmh. Enfin, dès que tu as une action finalement de remplir un formulaire, remplir un devis, peu importe, c'est la troisième étape. Tu dois trouver une stratégie pour amener cette personne convaincue déjà à prendre contact. Donc, quelqu'un qui est convaincu par ton produit, ce n'est pas quelqu'un qui va acheter. C'est pour ça que tu as ce Oui. phénomène assez étrange des gens qui disent Julien, j'adore ton offre, c'est parfait, puis tu n'as plus de nouvelles. Et tu comprends pas pourquoi, parce que tu sais qu'il en a besoin, il a été convaincu, il est convaincu, puis il n'achète pas. En fait, il vient de vivre cette douleur de payer, ce phénomène qui va faire qu'il va revenir en arrière, qu'on a tous vécu quand on met un produit dans le panier Amazon. On se dit, Mmh. tiens, je mets le produit Amazon, je vais l'acheter, puis au moment de payer, on ne l'achète pas. C'est ça, tu ressens cette douleur de payer et tu reviens en arrière. Donc, il faut Ouais. la vaincre par du nudge. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, cette notion de call to action, il faut qu'elle soit motivée. C'est-à-dire que tu peux te dire, j'ai envie d'y aller, et puis ne pas avoir ce déclencheur pour passer Exactement. cette étape. Le do nothing reste plus puissant que la prise de risque de se mettre en action. C'est vraiment intéressant sur tes temps parce que tu vois, j'ai l'impression que ce qui fait que tu passes d'une décision qui est inconsciente à quelque chose qui est conscient, enfin, quand tu réactives cette partie très analytique, c'est que ça demande pour ton cerveau du temps, de l'énergie et de la motivation. Euh, pour ne pas avoir, tu vois, une décision purement intuitive. Or, ce qu'on vient chercher au départ, c'est un peu une intuition, c'est ce que tu appelles, toi, une image mentale, que la personne fasse un premier avis très, très fort. Et après, l'argumentation ne vient pas pour convaincre dans notre travail, nous, elle vient pour rassurer. En fait, une prise de décision qui est déjà faite. Tu vois, c'est un peu, Hmm. enfin, c'est l'image que je donne généralement en formation, c'est l'éléphant, le cornac, tu vois, le petit conducteur de Oui, l'éléphant. Et on a totalement. toujours l'impression que c'est le cornac qui choisit la destination de l'éléphant. Bah non, pas du tout. En fait, c'est l'éléphant qui choisit à peu de choses près. Mais c'est un peu la même chose sur notre cerveau. On sait qu'on a les prises de conscience, les prises de décision à 90% sont peut-être intuitives, et on a besoin, pour diminuer cette dissonance, de nous rassurer. Et donc de rajouter de la logique, de l'argumentation là-dessus. Est-ce que c'est ce que tu vois, toi, Alors, dans ce modèle-là? oui, les gens vont rajouter de la logique, pas la logique que nous on entend. C'est-à-dire que leur logique ne sera pas logique en fait. Oui, Ils vont trouver de la réassurance, ils vont c'est trouver des ça. raisons, parce qu'on a besoin de comprendre mais le mot logique, ce sera pas forcément logique justement. Parfois on a des objections qui sont totalement irrationnelles, mais on va essayer de trouver des raisons.
Alors parfois, elle peut être totalement raisonnée, attention, mais elle sera pas souvent logique. C'est en fait le modèle où moi je ne crois pas, c'est quand on parle de cerveau primitif, cerveau émotionnel et de cerveau rationnel, et qu'on fait le mélange des deux. Dans tout ce que j'ai vu, testé et fait, j'ai rarement vu de raison comme on l'entend. Cette D'accord. raison, elle sera propre à nous en fait. Elle sera pas raisonnée avec le vrai raisonnement qu'on entend avec la logique. Euh, on intégrera du raisonnement, attention, hein, le système 2, ça ne veut pas dire qu'on trouvera la bonne réponse. D'accord, je trouve très clair. Là, on était sur une trame que tu disais plutôt attribuée à une page neuromarketing, c'est ça? Et que tu as différencié, je crois, en introduction avec une partie plutôt vente. Alors voilà, ça c'est plutôt ce qu'on va appliquer sur les sites internet. On va dire que c'est la psychologie cognitive où en effet il y Ok? a les neurosciences. Le neuromarketing ici, c'est parce que l'eye tracking a été massivement utilisé sur l'analyse des sites internet. C'est pour ça qu'on peut parler de neuromarketing, mais Mhm. il y a aussi la psychologie qui est derrière. Maintenant, dans la vente, ben, c'est différent parce que dans la vente, on sera avec un humain. Donc D'accord. là, on doit convaincre quelqu'un où il y a personne, la personne doit lire des pubs sur Facebook ou peu importe, même à la télé, hein. Donc on n'est pas sur la même interaction qu'un entretien de vente pour vendre un accompagnement à 5 000, 9 000, 10 000 euros, ou des assurances, pourquoi pas, parce que j'ai été financé dans ce domaine-là. Et là, on va être dans une autre trame. Donc comment on va prendre une décision d'achat avec un commercial? Eh bien, en fait, c'est très simple. On va s'appuyer sur une décision d'achat s'appuie sur notre expérience avec le commercial, que ce soit en point de Mhm. vente ou autre, hein. Et ça va être aussi émotionnel, mais pas l'émotion comme on entend mettre de l'émotion partout. C'est pas Walt Disney, quoi. En fait, il faut créer un pic émotionnel et terminer sur une émotion positive. C'est un pic and. C'est-à-dire D'accord. on va essayer de créer un pic émotionnel très fort et on va essayer de le créer au début de l'entretien. Ça veut dire que au début de l'entretien, on va injecter des émotions qui va influencer l'ensemble de l'entretien qui est derrière. Et on le voit dans les enregistrements. Moi, je fais beaucoup d'analyses d'enregistrements Zoom où la personne, Mhm. bon, c'est bon, c'est gagné, quoi. On voit qu'elle change d'attitude, que la vente, elle est faite. Et on va le faire au début parce que voilà, ça influence l'entretien. Alors, comment créer ce pic émotionnel? On va commencer comme un médecin, en fait. C'est la trame de la meilleure vente et la trame d'un médecin. Mhm. Qu'est-ce que fait un médecin? Il commence par poser un diagnostic. Comment il va faire? Il va tout simplement poser des questions. Donc là, il faut tout simplement poser des bonnes questions. Mais attention, l'erreur que je vois, c'est de poser des questions trop émotionnelles, comme quelles seraient les conséquences si demain votre société se fait hacker, et donc quelles seraient les conséquences pour votre entreprise? C'est une bonne question, mais elle est trop tôt, elle est trop émotionnelle, et quand on active des émotions trop fortes très rapidement, il y a un blocage, on se méfie. Parce qu'en fait, Mhm. notre cerveau donne des émotions au fur et à mesure de l'intensité. Donc au début, on doit commencer par des questions, on va dire, peu intenses. Et ensuite, on va monter. Par exemple, pour vendre un site internet, moi je dis pas, est-ce que vous avez une idée de votre nouveau site internet? Mais, parce que là c'est du système 2, c'est compliqué, Ouais. ça va durer 3 heures, c'est chiant. Là, je vais dire, pourquoi souhaitez-vous un nouveau site internet maintenant? Le pourquoi active la cause, le maintenant active l'urgence. Et là, la Mhm. réponse, elle est super intéressante. Et puis, on active des émotions. Je vais plus loin. Je vais dire, selon vous, quelles seraient les conséquences, non, selon vous, pourquoi votre site internet actuel ne fonctionne pas? Et là, ils donnent son point de vue. Et ils sont super contents de donner leur point de vue. Et je connais son niveau de connaissance du problème. Et je vais Mhm. aller encore plus loin en disant, ben voilà, quelles seraient les conséquences si demain, votre site internet ne convertissait pas, enfin, avait toujours ce problème de conversion. Et là, je vais dans Tu l'as graduellement dans la j'y vais violence qui vont toujours se... Ouais. graduellement. Exactement. Tu les descends tout doucement. Et ensuite, tu les montes. Tu les montes avec de l'insight ou un recadrage cognitif. C'est ce qu'on utilise en psychothérapie. On va lui donner une nouvelle vision de son problème ou de sa solution ou des Ok. conséquences. Et là, Ok. lui, il apprend quelque chose de nouveau. Il dit waouh, c'est incroyable. Et là, tu actives la dopamine. Enfin, en tout cas, tu actives de l'insight. Et là, la personne dit waouh, c'est génial. Mais tu ne vends pas ton produit, tu lui donnes de la connaissance. Ben, ce schéma-là, il est extrêmement efficace. De toutes les ventes que j'ai pu, enfin, de tous les secteurs, parce que moi, j'étais payé au résultat. Donc, je ne suis pas Mhm. que formateur. Tout ce que je faisais, je touchais de l'argent sur les commerciaux, donc j'avais intérêt de donner les meilleures stratégies. Donc, je faisais tout le temps des ajustements. Et ben, sur tout ce que j'ai testé, c'était largement de loin la meilleure façon de vendre. Très clair. Moi, j'ai beaucoup vendu dans les fenêtres et vérandas, c'est là où j'ai fait le plus d'argent. J'ai vendu de tout, hein. J'ai Mhm. tout vendu. B2B,
l'immobilier. Mais là là où c'était vraiment très fort, c'est parce que les concurrents étaient assez faibles en vente. C'était dans ce domaine-là. Et nous, on vendait pas nos fenêtres ou nos vérandas, on donnait de la connaissance. Quand le client me disait, nous, on a pensé à du gris du noir, nous, on disait, non, 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 ça fait trop vieux, regardez. Ah oui, merci. Mais le concurrent, il faisait jamais ça. Tu dis, il Mmh. faut du gris du noir, ils vont te donner le gris du noir, mais pas nous. Ouais, t'as un côté teach qu'on va retrouver dans Challenger Sales, par exemple, où tu apportes de l'information en plus. En fait, ouais, C'est t'es c'est côte à eux côte, qui tu construis ont avec l'autre. initié ces premières recherches. On n'a jamais eu Ouais, de résultats de leur part parce que c'était privé, mais ils ont influencé tout le champ de recherche, mes recherches, les Canadiens qui ont été actifs dessus, et et en fait ils avaient eux mis les premiers pierres. C'est-à-dire mmh, qu'ils ont vraiment mis les premières pierres à l'édifice, sauf que nous on va l'améliorer en jouant mieux sur l'ascenseur émotionnel négatif, positif. On va vraiment descendre vers le bas et on va améliorer la façon de faire sur le recadrage. Mais en tout cas, ils ah, avaient non. défini les premières stratégies dans ce domaine. D'accord, c'est intéressant. Si je comprends ton processus de vente, tu commences déjà par leur faire visualiser progressivement une futurisation potentiellement négative de ce qui pourrait y avoir à ce que ça fonctionne pas, et après tu vas mettre les avantages. Donc tu crées un différentiel, euh, un négatif, un positif. Euh, J'avais l'impression, alors moi dans les phases de négociation, alors peut-être que je me trompe, je sais pas dire, je, je fais l'inverse, tu vois, je commence par questionner sur c'est quoi les bénéfices que vous cherchez, bim bam boum. Après on va descendre progressivement, c'est quoi le coût, où se trouve la complexité, c'est quoi les conséquences si ça se passe pas très bien. Et vu que j'ai l'impression dans ma compréhension que le cerveau a horreur de la perte, qui va se mettre davantage en action et qu'il a futurisé, parce que le futur n'existe pas, il a été créé Mhm. pour être modifié d'une certaine manière. Euh, et dans mon travail, si je modifie la perception du futur de mon interlocuteur, je vais modifier son comportement dans le présent. Vu qu'il a, lui, eu une image extrêmement positive qui s'est créée dans son référentiel, et que là, il est sur une image potentiellement négative, donc il va l'impacter, et qu'il a horreur de la perte, il va se mettre lui-même en action pour aller reconstruire ce qu'il a eu une demi-heure plus tôt. Est-ce que toi, tu as eu déjà l'occasion de le tester, de dire, voilà, est-ce qu'on commence par une futurisation positive puis négative ou négative puis positive, s'il y a une vraie différence d'impact? Tu vois, tu comprends ma question, Romain? Totalement. Totalement. Alors, c'est une vraie question de recherche. Elle est Ouais. très dure même parce que pour avoir beaucoup testé, avoir mesuré sur le terrain, je le fais toujours actuellement avec avec mes clients. Là, j'analyse pas mal d'entretiens de vente sur Zoom. On utilise un outil, d'intelligence Mmh. artificielle, mais on a beaucoup de données. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a tellement de singularités dans un entretien qu'on arrive à tester des techniques, mais pas l'entretien en entier. Là, Ouais. tu poses l'hypothèse de spin selling. C'est une vieille hypothèse canadienne. D'ailleurs, c'est De Rackham, eux qui est un psy. exactement qui tu descends dans le négatif et même à la fin du négatif, tu leur envoies quels seraient finalement les bénéfices, quel est l'état recherché. En fait, moi, je l'ai enlevé et beaucoup de chercheurs l'ont enlevé, enfin beaucoup de commerciaux l'ont enlevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le, le client ne sait pas toujours ce qu'il veut. Et parfois, il dit Oui. des choses qui ne Bon. sont pas réelles. Et à partir de là, on avait de l'aléatoire. C'est-à-dire que par exemple, les gens, ils disaient, si demain j'avais une baguette magique, qu'est-ce que ce serait? Ah ben ce serait ça, ça, ça. En fait, ils disaient un peu n'importe quoi et ça les ancrait pas comme il fallait. Alors que nous, dans la vente, on va orienter la personne sur ce qui est bon pour elle parce qu'on est médecin et qu'elle elle ne sait pas toujours ce qui est bon pour elle. Et donc, du coup, on a commencé à supprimer cette partie de visualisation des bénéfices, Positif, ouais, que ouais. c'est nous qui allons le créer à travers les histoires de nos clients. Donc, on va le mettre D'accord. plus tard dans une autre phase. C'est clair. Ce qui ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de le faire, attention, c'est juste des hypothèses et des intuitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, scientifiquement, il n'y a pas de preuves concrètes sur est-ce qu'il faut faire ça et pas faire ça. C'est juste que en France, déjà, ils ont du mal à le faire. Peut-être plus américains, on leur dit voilà, est-ce que vous arrivez-vous à avoir votre condition idéale? Voilà, nous, on a préféré l'enlever, rester sur les conséquences aujourd'hui. Et c'est Mmh. à nous, à travers les connaissances qu'on apporte, de montrer le nouveau monde qui existe, que eux ne pouvaient pas imaginer. Et on va le prouver, on va les projeter, nous, à travers une histoire. Dans un second temps, et puis sur lequel ils vont pouvoir, eux, se projeter par rapport à tout ce que tu as mis en avant. Écoute, non, Voilà. c'est très intéressant.
En fait, j'ai Euh, trouvé ça plus simple parce que il y a un autre problème dans le côté commercial. Je peux te sortir plein d'études scientifiques avec des techniques incroyables et vraiment qui marchent. Je te promets que quand tu hum, les appliques, là, il y a une technique qui est folle. C'est tu poses une question avant de donner, avant de proposer ton offre. Tu poses une question à ton client. S'il faut faire les chats ou les chiens, tu l'amènes à prendre des décisions sur autre chose. Ben, on a vu que ça augmentait les personnes à prendre une décision Ah ouais, avec le génial. biais d'inertie. Mais est-ce que je vais former mes commerciaux à le faire, même si ça marche et même si c'est génial? Moi, je le fais personnellement, ou certaines personnes assez bons le font. Pourquoi je vais par contre pas le former? Parce que quand j'ai 80 commerciaux ou 200 commerciaux à former, c'est plus tu formes de commerciaux, plus tu dois avoir une méthode qui est standardisée. Parce que Oui, la c'est ça. masse, c'est compliqué pour que ce soit facile à appliquer. Et quand tu es payé au résultat, tu ne peux pas t'amuser à donner toutes les techniques. Tu vas au plus simple et au plus efficace. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire pour vendre des fenêtres ou vendre mon produit, mais je sais que au moins c'est la meilleure façon de standardiser une formation où tout le monde applique la même stratégie pour augmenter mes ventes. Tu vois, le problème entre l'application et la recherche à haut niveau, ben moi, je Hum. dois former beaucoup de commerciaux. J'ai un panel de commerciaux. Donc, je dois trouver des techniques faciles à appliquer parce qu'une personne peut comprendre, mais 80 personnes ou 200 personnes, c'est plus compliqué. Ouais, Donc, j'ai complètement. j'ai dû faire face à ce problème de terrain. Oui, de simplifier. Enfin, dès que tu simplifies un modèle, ça devient intéressant parce que t'en tires la quintessence. Et c'est là toute la complexité, généralement, c'est de simplifier intelligemment. Exactement. C'est passionnant. Tu parlais de ce biais d'inertie, ça m'amène à cette question. Une des émotions primaires qu'on va avoir dans une prise de décision, c'est la peur. La peur de se Totalement. tromper, la peur de mal faire, la La peur, peur du regret. le regret, mais aussi peut-être voilà, la peur de l'expliquer. Alors nous, ce qu'on appelle cette notion de third side, c'est son écosystème. Tu vois, j'ai eu un accord avec Romain, mais après, il va falloir aussi que je le défende à ma communauté pour expliquer que je ne suis pas fait avoir d'une certaine manière. Euh, Même la peur d'avoir l'accord. Comment est-ce que toi tu traites cette peur dans le processus de vente? Alors, la peur du regret, celle qui donne le plus d'émotions, qui est active dans le cerveau. En fait, c'est une des D'accord? émotions qui active le plus de zones. Donc, on imagine que bah, elle est finalement très impactante, puisque ça active pas mal d'air Mmh. cérébral. Et c'est ça qui fait qu'on va pas passer à l'action. C'est-à-dire que cette peur, ou de passer à l'action, attention, Mmh. le FOMO, le fait de manquer une Oui. opportunité. Et donc, elle peut être booster d'une action ou comme bloqueur d'une action. Et cette Ouais. peur-là, ben, elle va être prise en compte par le consommateur. En fait, il la prend tout le temps en compte quand il prend une décision Oui. à une certaine intensité. Et c'est là que nous, pour vaincre cette peur, ben, on va, nous, déjà commencer par activer une autre peur du regret en mettant les conséquences de ne pas passer à l'action. Donc, encore une fois, cette peur, je résume bien, elle est motivatrice, elle est levier d'action, mais elle est aussi un blocage d'action. Oui. Voilà. Donc nous, on va créer le levier pour l'action. C'est-à-dire on va la créer en mettant une peur, une conséquence si demain il ne change pas. Donc si demain il ne change pas, ben, les conséquences qu'il pourrait avoir. Sauf que nous, on va Ok. pas lui dire, c'est lui qui va le dire. C'est ça qui est le plus Oui, important. complètement. Donc voilà. Donc c'est nous, on va le gérer au tout début de l'entretien avec les questions. Et on va attendre qu'il ait bien des émotions avant d'aller plus loin. Donc c'est Ok, comme ça ok. que nous on gère cette peur, c'est que on lui fait prendre conscience qu'il y a un danger extérieur qui n'est pas dû à lui, qui va arriver, et que s'il ne prend pas une décision, bah, il peut avoir des conséquences négatives. C'est le cas de ma société dans la cybersécurité. Les gens ils veulent pas de la cybersécurité car ça coûte trop cher, mais si ils se font hacker, c'est pour une PME quasiment une faillite, enfin une grande chance de faire faillite. Très clair. Et Nous, donc on avait un système de pitch qui était dans un de mes ouvrages, qui était en 3 temps. J'aimerais bien avoir ton regard là-dessus, qui se voulait très simple aussi. C'était premier temps, euh, pourquoi je vous écouterai, avec cette notion de prise de conscience, de winter is coming, ce que tu dis ouais, d'une certaine manière. Deuxième temps, qu'est-ce que j'y gagne maintenant que je vous écoute? Et troisième temps, bah, maintenant que je sais pourquoi je vous écoute et pour ce que j'y gagne, je peux le faire par moi-même ou je peux le faire avec quelqu'un d'autre. Pourquoi le faire avec vous? Et donc avec la proposition de valeur unique, avec cette notion de traversée du désert qui arrivait à ce moment-là pour dire que ce que tu avais créé, bah, c'était pas sorti de ton chapeau, qu'il y avait vraiment un parcours, un raisonnement, une réflexion derrière, et que ce que tu faisais n'était pas simple. Parce que tu vois, généralement, tu vas avoir beaucoup de commerciaux qui vont dire non, mais vous en faites pas, ça c'est très simple. Mais en fait, d'une certaine manière, tu dévalorises ton travail, ou tu le rends pas. Enfin, tu peux dire ça demande du travail, mais on a l'habitude et on saura faire.
Tu vois, ça, c'est encore assez différent. Qu'est-ce que tu penses de cette trame de pitch, hein, que tu peux avoir, en fait, Mmh. que moi j'utilise sur du pitch quand je rencontre des gens, tout simplement, sur des cocktails, des choses comme ça. Euh, Comment tu l'améliorerais? Ou qu'est-ce qui lui manque pour toi? C'est une très bonne. Alors déjà, ta façon de faire, elle est très bonne. La question que tu poses, c'est pourquoi te choisir par rapport à un autre finalement. Oui, en comparaison. Et là, ça va beaucoup dépendre de l'autorité le degré de Mm, confiance en fait qu'on va t'accorder. C'est surtout le degré de confiance. Alors, je vais te donner un exemple très concret. Alors, dans la majorité des cas, quand tu as une bonne autorité, quand tu donnes pas mal de connaissances, on va choisir toi, Julien, parce qu'on te connaît, je t'aime bien, je te vois sur LinkedIn. Hop, on crée une accroche. C'est pour ça que les gens vont choisir. Donc, on choisit mm, beaucoup sur la confiance. Mais imaginons, on est dans le cas des produits assez chers et mm. tu fais un appel d'offres. Et là, bah, il n'y a pas de confiance. En fait, tu n'as qu'un entretien d'une demi-heure avec la personne au téléphone ou en visio et que la personne ne te connaît pas. T'es personne d'autre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les besoins non considérés. Exemple concret d'un client qui est Je vois arrivé très très bien. récemment. Je vois très bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a une personne qui veut changer son site web et lui il dit, voilà, moi je veux changer mon design, mon site il a 20 ans, il est moche, et enfin il a 15 ans réellement, et il est pas beau et je veux du design. Toutes les agences ont proposé une refonte web design. Le problème, c'est que les prix étaient à 2500 euros, 3500 euros, et mon client, il est à 8000 euros. Donc, beaucoup plus cher. Donc, la vente, elle est quasiment perdue, puisque le design, pour le client, il ne sait pas ce que c'est. Le design, c'est du design. Mm, Donc, ce qu'a fait mon client ici, qui a été, comment je l'ai aidé, je lui dis, ne vends pas du design. Et tu vas lui poser la question suivante. Tu vas lui dire, écoutez, quelles seraient les conséquences si demain, vous avez un nouveau design, mais vous n'avez pas plus de conversion? La personne n'avait jamais pensé à cette éventualité. Elle dit, ah oui, ce serait problématique, parce que c'est un investissement pour nous, c'est pas important, c'est quand même important, et puis surtout, c'est du temps, parce que la refonte, nous, c'est maintenant qu'on a besoin. Donc, il n'avait pas imaginé cette éventualité. Donc, nous, on le mm, projette là sur le fait que si demain il fait un mauvais choix, donc la peur du regret, on lui met du doute. Et ça, c'est la première étape que tu dois mettre en place quand tu dois changer ou modifier les croyances d'une personne. C'est-à-dire que tu ne dois pas, toi, argumenter, tu dois lui mettre du doute sur ses croyances. C'est ce qu'on a fait mm. pour le programme de la déradicalisation. Ou pour les programmes pour enlever les gens des sectes, notamment. Oui. Voilà, qui rentrent dans des sectes et que tu dois les faire sortir. Donc, tu injectes du doute. Tu ne vas pas argumenter. Et deux, tu vas dire, écoutez, voilà, moi je pense que le design, en effet, il est important, mais je pense qu'il y a un autre problème. Regardez, là, il y a beaucoup trop de texte. Et le texte que vous écrivez, en fait, il n'est pas très clair, on ne comprend pas votre offre. Et au-delà du design, si déjà on changeait votre texte, ce serait beaucoup plus clair, vous ferez des conversions. Le problème là, c'est qu'on arrive, ok, c'est pas très joli, c'est pas très moderne, mais moi je connais beaucoup de sites qui sont pas modernes. Regardez McKinsey ou autres, ils sont pas super beaux et pourtant ils fonctionnent. Parce qu'il Mm. y a des blocs de texte, on les comprend pas. Mais attendez, j'ai un autre truc à vous montrer qui est très important dans votre domaine. Regardez sur Google. Vous n'avez pas d'avis Google, mais regardez votre concurrent, il a plein d'avis Google. Et ça joue beaucoup. On se base sur des avis. Et vous n'avez pas d'avis. Et là, la personne qui veut du design se dit, oh, j'ai jamais imaginé tout ça. Mais c'est Ouais, génial. tu casses une croyance. Nous, dans la négociation, on dit que enfin, le cerveau n'est pas capable de traiter la négation, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Ce que toi, tu vas faire à ce moment-là, si je comprends, c'est que tu éclaires ces points aveugles. Exactement. Tu vas chercher des besoins non considérés Hmm. quand ton produit est très cher. Attention, si ton Oui, bien design sûr. était voilà, là, tu as 8000 euros. Le concurrent, il est à 3005. Tu Hmm. perds. Sur le design, tu perds. Bien sûr. Mais si tu as les meilleurs web designers, le problème, c'est que le client, il ne sait pas ce que c'est un bon design ou pas. Lui, un site normal, il est beau pour lui. Un template WordPress, c'est beau. Hmm. Donc, tu Très perds la clair. vente. Et là, nous, on lui a donné une nouvelle connaissance. Il a failli se faire piéger. Et là, il a choisi mon client. Très très clair. Mais ça m'amène à cette question. Et je crois que parce que j'ai pas lu ton travail de thèse, mais qui est sur les croyances. Comment est-ce que tu la modifies cette croyance dans le processus de vente ou même de manière plus large? Et est-ce que les recadrages de sens et de contexte qu'on va lire notamment dans le travail de Grinder et Bandler font sens pour toi? Alors, oui, alors, ça dépend si tu peux me donner un exemple que eux, ils illustrent. Ou même, enfin, si tu veux, le recadrage de sens et de contexte, c'est de dire le recadrage de sens, tu vas prêter une autre intention
à ce que la personne te dit, de type si le verre est à moitié plein, bah, tu vas proposer une autre explication. Tu peux aussi le voir à moitié vide. Donc le sens peut être différent. Le recadrage de contexte, c'est de dire dans une autre réalité, dans un autre espace-temps, dans une autre situation, ce que tu dis est vrai, mais ça pourrait ne pas s'appliquer à ce moment-là. De type, effectivement, le verre est à C'est un moitié recadrage, vide, ouais. mais tu C'est vois, une bonne, si tu réduis ton verre, il est 2 fois trop grand. Et donc tu c'est une pourrais l'avoir plein. excellente stratégie. Le recadrage, Ouais. c'est ce que je fais pour répondre aux objections, c'est ce que je fais pour valoriser les offres. Le Et comment tu recadrage, fais ce recadrage alors dans ce cas-là? Et ça modifie alors ta croyance, c'est bien ça? alors ça modifie, ta perception, oui, Oui. alors donc Ouais. dans la vente, en effet, c'est du recadrage cognitif, c'est extrêmement puissant. Tu peux utiliser le recadrage pour les objections, tu peux utiliser le recadrage dans tes publicités. Mmh. C'est de loin les meilleures techniques de vente, le recadrage. C'est les plus difficiles à mettre en place, mais c'est de loin les plus efficaces. Est-ce que tu utilises des Donc, recadrages particuliers? Ou oui, il y a comment est-ce que plein de recadrages. Par exemple, je peux oui. dire, je vais donner un exemple concret. Mais ça, je le fais dans la présentation de l'offre. Donc, je peux dire, aujourd'hui, voilà, un client, il vient me voir, il me dit: «Romain, on veut ta formation en vente». Le problème, c'est que j'ai tellement de demandes que je ne peux plus faire de présentiel parce que, c'est booké, quoi, tu peux plus. Mmh. Donc maintenant, je valorise, la distance. Et le client me dit: «Non, non, non, moi je ne crois pas trop aux formations à distance, ça m'embête, nous on fait du présentiel et tout ça». Là, je peux dire: «Oui», là je vais argumenter, je vais dire: En fait, les formations à distance, ça permet aujourd'hui, c'est facile à organiser, on a les replays, donc du coup ils peuvent revoir, on peut faire une fois par semaine, donc ils peuvent appliquer chaque section, donc c'est quand même extrêmement avantageux pour l'entreprise, au lieu d'avoir 2 jours complets où on les Mmh. bourrine, finalement ils appliquent rien». Donc ça, c'est un argumentaire. Mais je peux aller Mmh. plus loin et je peux faire un recadrage sur ce qu'on appelle la preuve sociale. Je peux dire, alors oui, je comprends totalement. Alors aujourd'hui, nos clients comme Total Energy ou Airbus, en effet, préfèrent chez nous le digital parce que eux, c'est un coût qui est facile à organiser. Ils peuvent appliquer une fois par semaine. Et là, je ressens mon argument, mais à travers le témoignage d'Airbus ou de Mmh. Total Energy, qui est vrai. Mmh. C'est-à-dire que je ne parle pas de moi et je dis oui, en effet, vous avez raison. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, on me demande beaucoup de distance, voilà. Et tu vois, ça, c'est le recadrage sur la preuve sociale. Tu as du Oui, c'est recadrage sur le ça. positif. Je peux te dire, effectivement, les délais sont plus longs parce que, en fait, nous, on va préférer favoriser le travail bien fait. C'est qu'on prend le temps de bien faire notre travail. Mmh. Là, on me l'a sorti il n'y a pas longtemps en me disant: «Ah oui, mais là, c'est 5 semaines, c'est long, en plus c'est dans un mois». Oui, c'est vrai que nos délais sont élevés et quand on travaille, on prend notre passe et même quand on commence à travailler, on prend notre temps parce que on fait tout pour fournir une V1 à un autre client et de prendre le temps de lui fournir un bon travail. Oui, c'est un recadrage de sens. Ouais, c'est génial. Tu vois? Puis en Et plus, donc ça, quand tu parles d'Airbus ou de Total Energy, tu es en plein sur vraiment ce biais d'autorité. oui, je sors toujours un client qui est proche. Et là, c'était un client qui était très proche. Et ils ont dit: «Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Économie». Quand c'est les directeurs de formation, ils pensent quoi? Ils pensent économie au niveau de l'argent. Ils pensent facile à organiser parce que tout le monde peut être chez soi. Ils pensent à toutes les contraintes. Et surtout, le truc qu'ils n'avaient pas vu, c'est que formation de 2 jours, je suis désolé, c'est compliqué. Que quand tu as une partie par Oui. semaine, tu peux appliquer, revenir. Ah, j'ai appliqué ça n'a pas marché, ou j'ai eu du mal. Paf, on peut faire des feedbacks. Les formations à distance, c'est largement plus efficace. C'est vrai, mais je l'entends complètement. Après, ça dépendra de l'enjeu, parce que des gens qui veulent former et en même temps à travailler du team building, d'autres qui vont te dire que tu as des gens qui sont sur toute la France et que c'est plus simple de faire du distanciel, mais c'est vraiment génial. Écoute, ton travail, il est passionnant. Romain, les personnes qui veulent accéder à ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je publie beaucoup sur LinkedIn, sur Tout à Romain fait. Bouvet PHJ. C'est là où je publie le maximum de valeur. Et là, je viens d'ouvrir également un compte Instagram pour publier des Génial. carousels et des vidéos. Ah, il est tout nouveau ce compte, toujours hein, Romain Bouvet PHJ, donc PHD. Ouais. On me retrouve assez facilement. Voilà. Donc maintenant sur LinkedIn et Instagram. Écoute, c'est passionnant. Je finis le podcast toujours avec la même question. Donc je te la pose. Si le Romain d'aujourd'hui devait rencontrer le Romain d'il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Romain 20 ans plus jeune? Ah, c'est une bonne question, on me l'avait jamais trop posée. J'aurais pas fait une thèse. Je dis, lance-toi dans l'entrepreneuriat dès maintenant. Au continue ce que tu fais, parce que j'avais fait l'entrepreneuriat plus jeune avant de me lancer à l'université. Ouais? Lance-toi dans l'entrepreneuriat directement T'aurais et pas fait de forme. thèse. Mon parcours a fait que j'ai eu beaucoup de chance et que je suis arrivé aujourd'hui ici.
Mais si je devais recommencer, la thèse a été pas mal de souffrance, même les recherches ont été pas mal compliquées. J'aurais voulu me lancer rapidement dans ce que je faisais parce que ça permettait le voyage. J'aurais plus voyagé, plus découvrir et tout en vendant à distance car j'ai toujours été bon dans la vente ou autre. Et je me serais formé à la psychologie. J'ai forme-toi à la psychologie, Ah, lis tous très les bien. bouquins. La thèse, c'est un up de malade, hein, ça c'est sûr. Même donner des cours, Ah oui, tu up de fou. Mais si je devais donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui, je dirais pas la thèse, c'est pour devenir chercheur. Or, moi, chercheur, finalement, j'ai vu que c'était pas mon. Là, aujourd'hui, si j'avais pas eu la chance du destin, je serais encore chercheur et c'était pas le meilleur métier pour moi. Aujourd'hui, je préfère largement être entrepreneur, voyager, partager des Oui, connaissances. en tant Euh, qu'entrepreneur, tu es successful. c'est ça. Et être successful en tant qu'entrepreneur, c'est aussi une anomalie statistique. Alors oui, mais je vais te donner un exemple concret. Robert Cialdini. Robert Oui, Cialdini, c'est le mec le plus valorisé au monde. Mais la plupart du temps, il n'a pas fait ses recherches. Il n'est même pas allé en laboratoire. oui, Et, c'est de la méta-analyse. Il il les a, a prévus. il a vulgarisé la recherche. Donc Ouais, moi, je complètement. préfère être Robert Cialdini et pas être le chercheur parce qu'en fait, il cite que des chercheurs. Quand je mets une étude du chercheur original, on me dit ah c'est Robert Cialdini. Je dis bah non, c'est pas lui en fait. Il a repris une étude. Il a Mais vulgarisé. il est quand même PhD. Et les Et PhD, mais c'est pas lui de toutes les oui, études qu'il donne, c'est pas lui. d'accord. L'étude parce que c'est Hélène Pagen, qui a mis l'étude en 2010, je suis en 97. Je peut-être me trompe sur la date et sur l'auteur, mais c'est pas lui qui a fait ses études. Il a repris des études. Moi aujourd'hui, je Oui, reprends des études des chercheurs. Je préférais cette position-là finalement, même si les PhD, en effet. hmm, Euh, je comprends. voilà, en fait, j'aime bien l'esprit de côté entreprendre à 20 ans. Je peux même être assez envieux des jeunes qui commencent aujourd'hui, qui ont tous les outils pour démarrer. On n'avait pas, nous, avant, à 16, 17 ans, 18 ans, parce que c'est comme un jeu vidéo, en fait. C'était la continuité de mon parcours un peu gaming. Donc voilà, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais voilà. Non, 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 je l'entends et oui, c'est un peu comme un jeu vidéo. Généralement, pour des générations plus jeunes, je leur dis que la négociation, c'est un shortcode, tu vois, comme dans les jeux vidéo, qui te permet de gagner 5, 10 années sur ta vie professionnelle et personnelle. Exactement, c'est un Et, glitch. Voilà, ah, mais complètement. Mais totalement. j'ai entendu que tu étais un petit peu fan de jeux vidéo. On s'est partagé, je pense qu'on est sur les mêmes générations, donc c'est exactement ça. Écoute, Romain, merci beaucoup pour, ta générosité dans le partage et pour vraiment la qualité que tu nous as apportée. C'était un vrai plaisir de t'avoir dans Pourparler. Écoute, merci beaucoup pour ton invitation, Julien. C'était un vrai plaisir. Bah, merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté Pourparler, le premier podcast de la négociation en France. Toutes les 2 semaines, on reçoit un expert pour parler de négociation ou de sujets connexes. Abonnez-vous, likez, partagez si vous aimez. Et je vous dis à dans 2 semaines dans Pourparler. Merci.